Dans cet épisode de Mythbusters, Le courant est drôlement fort. les bulles s'accumulent et s'accumulent. C'est comme faire du rodéo. Adam et Jamie testent la théorie selon laquelle il serait impossible de flotter dans de l'eau avec des bulles. Tu te donnes pas assez. Voilà, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Mais vont-ils boire la tasse? Nage! Carrie, Tori et Grant ont pour cible un mythe pour lequel il va falloir viser droit dans le mille. Ok, c'est allumé. Une flèche explosive peut-elle couper un pain en deux? Attention à l'explosion, car il va falloir trancher la question. Je suis au taquet. C'est parti. 3, 2, 1. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Ça, j'aime. et Jamie Heineman. Sérieusement? À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Carrie Byron, C'est vraiment n'importe quoi. Grant Imahara Démarre la voiture! et Tori Bellucci. Cette caisse n'a qu'à bien se tenir. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Gueule de bois, Non, c'est pour notre prochaine expérience. c'est-à-dire? Il y a un mythe qui dit qu'il est impossible de nager dans de l'eau avec des bulles. Qu'il s'agisse d'un comprimé effervescent ou de gaz, du moment qu'il y a des bulles, on ne peut pas nager. Vraiment? Les bulles rendraient l'eau moins dense. Si on peut flotter dans l'eau sans bulles, d'après ce mythe, dès qu'il y a des bulles, on est censé couler comme une pierre. Il va falloir se mouiller. Je crois bien. D'après ce mythe, une fois plongé dans un bain de bulles, ce serait la noyade assurée. Mais avec la différence de densité, devient-il réellement impossible de nager? On a épuisé notre stock d'antiacide pour sortir de prison. Si on commençait petit, on prend un aquarium, des bulles et on voit ce qui se passe. Bonne idée. Adam et ses deux mini-mois vont mettre la science au cœur de ce mythe à l'épreuve. Les bulles modifient-elles la densité de l'eau? J'ai fabriqué un hydromètre rudimentaire. Il flotte à une profondeur bien précise en fonction de la densité de l'eau. Si j'augmente la densité dans l'aquarium, avec du sel par exemple, il devrait flotter un peu plus haut. Si je diminue la densité avec des bulles d'air, il devrait couler. Si ce mythe est vrai, en ajoutant tout un tas de bulles d'air, notre petit Adam va boire la tasse. La flottaison du mini-Adam est neutre pour le moment. Il est temps de voir s'il va couler comme le mythe le suggère. 3, 2, 1... Adam a l'air content. Mais si cette expérience lui a donné le sourire, quels en sont les résultats? Le niveau de l'hydromètre n'a quasiment pas changé. En fait, il flotte même un peu plus haut. Pourtant, j'avais ma petite idée sur ce qui allait se passer. J'étais sûr qu'une fois l'eau envahie par les bulles, l'hydromètre allait couler. Pour moi, les bulles diminuent la densité. Il se passe forcément autre chose. De toute évidence, ce test à échelle réduite ne tourne pas en faveur de ce gars. Jamie a droit à une petite démo qui va confirmer tout ça. Tu comptes transformer le local en piscine? Non, tout va rester dans ce joli aquarium. Qu'est-ce qui va se passer? Il va couler. Regarde. Il ne coule pas. Pas du tout. En fait, il flotte même un peu plus haut qu'avant. Je pensais que l'ajout d'air allait diminuer la densité de l'eau et que l'hydromètre allait couler. Mais le courant ascendant des bulles semble largement contrebalancer cet effet. Ce mythe ne semble pas tenir la route. Non. L'hydromètre n'a pas coulé. Son niveau s'est même légèrement élevé. Mais pas de conclusion hâtive, il va falloir se mouiller un peu. À suivre, un mythe explosif qui va faire du bruit. Un téléspectateur nous a écrit que son oncle avait l'habitude de tirer une flèche à laquelle était fixé un bâton de dynamite allumé dans un arbre. Et l'impact de l'explosion coupait littéralement l'arbre en deux dans la longueur.
T'es sûr que ça vient d'un téléspectateur? C'est pas plutôt une habitude de ta famille? Non, on a reçu une lettre. Je veux bien tenter le coup. Il nous faut donc un bâton de dynamite, une flèche et un arbre. N'importe quel fan de Guillaume Tell vous le dira, couper une pomme en deux avec une flèche, c'est tellement sympa. Mais si l'on en croit ce mythe, une flèche couplée à un bâton de dynamite peut diviser en deux bien plus qu'une pomme. Cette fable de famille n'est-elle qu'un fatras de fadaises? Ici, il faut y aller à fond. On prend le plus gros bout de bois qu'on trouve et on le plante sur le champ de tir. Le but est de couper l'arbre en deux en son milieu. On ne veut pas en faire un tas de brindilles. Ouais. Pour reproduire cette expérience grandeur nature, il faut trouver le bon arbre. On est sur le champ de tir pour voir si une flèche armée de dynamite peut couper un arbre en deux. Voilà les arbres. Ce sont des pins du recycleur. Ils font 6 mètres de long et pèsent plus de 2 tonnes et demie. Première étape, creuser un trou. Les caractéristiques de ces pins sont quasi identiques à celles de l'arbre de notre téléspectateur. Là, c'est beau? Pendant que Carrie s'occupe de la première étape, C'est mieux qu'avec une pelle. Grant va nous donner quelques infos sur les pins en question. On a choisi le pin parce que c'est l'une des espèces d'arbres les plus répandues aux États-Unis. Il en existe plus de 35 variétés, rien qu'en Amérique du Nord. Mais surtout, il devrait être plus facile à couper en deux, et ce pour 2 raisons. Déjà, il a des faisceaux fibrovasculaires sur toute sa longueur. Ce sont de minuscules vaisseaux qui amènent l'eau et les nutriments à la cime. Deuxième raison, son fil en spirale est parallèle à l'axe de l'arbre. Ces 2 éléments réunis devraient nous faciliter les choses. En théorie. Maintenant que l'arbre est en place, Ça, c'est du plantage. les garçons se concentrent sur l'arme. Ils fabriquent un mécanisme permettant de tirer une flèche à distance. On est censé tirer une flèche à laquelle on aura fixé un bâton de dynamite allumé. C'est beaucoup trop dangereux. C'est pour ça qu'il nous faut un mécanisme permettant d'opérer à distance. On pourra tirer cette flèche de loin, en toute sécurité. On va se servir d'un arc à poulie pour avoir un maximum d'énergie pour un minimum d'effort. L'arc est prêt. Il ne reste plus qu'à préparer les explosifs. On ne va pas se servir de dynamite, elle est trop instable. À la place, nos experts Frank Doyle et J.D. Nelson nous ont donné ça. C'est un explosif binaire. Il est beaucoup plus stable. On va pouvoir choisir où et quand on veut qu'il explose. Il renferme la même quantité d'énergie qu'un bâton de dynamite. On va charger notre machine tireuse de flèches, viser notre arbre et voir si on arrive à le couper en deux. Si je crois que ça va marcher? Bien sûr. Si on était dans un dessin animé, Carrie est comme Saint Thomas. Elle ne croit que ce qu'elle voit. Il est temps de passer à l'action. On a allumé la dynamite. On va le couper, cet arbre. La flèche explosive, à toi. C'est parti. 3, 2, 1... La flèche est tirée, la mèche enflammée et... Et l'arbre est toujours là. Jolie explosion. Une jolie explosion, certes, mais une fois la fumée dispersée, le verdict est clair. La flèche a eu l'effet d'un pétard mouillé et l'arbre n'a quasiment pas été touché. L'arbre est toujours en un seul morceau. Je vois même pas de fissure. Il nous faut peut-être plus d'explosifs. Il y avait peut-être pas assez de dynamite. Il nous faut peut-être une dynamite super puissante. C'est une excellente idée. Après un premier essai étonnamment peu concluant, le mythe est plus que vacillant. Il est temps de mettre les bouchées doubles. On va doubler la quantité d'explosifs qu'on va attacher à la flèche. Comme la première fois, on va allumer la mèche, tirer la flèche et on va voir ce qui se passe. Ça sent pas bon pour ce mythe. L'hydromètre n'a pas coulé. Au contraire, son niveau s'est même élevé. Quand on joue avec des éléments tels que l'air et l'eau, à petite échelle, ça marche pas toujours. On passe à l'étape suivante. Qu'est-ce que t'en dis? Et si on prenait le bassin d'irrigation, des tourbillons et le chasse-neige? On pourrait le remplir d'eau et placer un bulleur au fond. Je crois qu'on l'a toujours. Ouais, c'est parti. Cet assemblage de pompes à air pour aquarium a bien fonctionné. Mais on veut passer à l'étape au-dessus. Et j'ai pas envie de m'amuser à assembler 1 millier de ces petites choses.
On va devoir trouver un moyen plus efficace de faire tout un tas de bulles. On pouvait compter sur Jamie pour trouver une solution étonnante de simplicité. De l'air comprimé, envoyé dans une tête d'oreille en toile et qui s'échappe en milliers de minuscules bulles. C'est trop cool. Trop cool, effectivement. La thé fonctionne. Adam s'attelle donc à la tâche suivante. Voyons comment passer à plus grand. Je meurs d'envie de me mouiller avec ça. Si le mythe est confirmé, Adam risque bien d'y laisser sa peau, oui. Mais ça n'a pas l'air d'inquiéter Jamie. On va s'éclater. D'accord, mais chaque chose en son temps. Jamie doit reproduire son prototype à la bonne échelle et en costaud. On a soudé 2 cadres en acier ensemble, qui prennent en sandwich une énorme taie. On va pomper de l'air dans cette taie, et avec la pression, il va s'échapper à travers le tissage de la toile. Génial. Voilà nos bulles. Il est temps de quitter l'atelier. Adam et Jamie se rendent dans un lieu qui ne leur est que trop familier. Ça rappelle des souvenirs, hein? Pas très agréable. La dernière fois qu'Adam a fait un plongeon dans ce bassin d'irrigation, Coupez-le. C'est super. tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai eu ma dose, là. On est de retour à Alameda. On a installé cette citerne de près de 40 mètres cubes il y a quelques années. On va y placer un bulleur géant et Adam va nager un peu. Ou pas. Mais plus facile à dire qu'à faire. Installer ce bulleur n'est pas de tout repos. Ok. On soulève. On va mettre en place notre bulleur. Ça passe tout juste. Stop. On va fixer l'arrivée d'air. Vas-y, balance. Cool. On le fait doucement descendre de 6 mètres jusqu'au fond de la citerne, qui est remplie d'eau. Plus ou moins propre, mais un peu fraîche quand même. Je vais enfiler une combinaison de plongée et on sera bon. J'espère que ça va aller vite, parce que cette eau doit faire quelque chose comme 10 degrés là. Tout ça n'a rien de très compliqué. Je suis au-dessus du sol et je vais pourtant faire de la plongée. Bon voyage. C'est parti. L'eau est comment? Tellement froide que j'ai déjà mal à la tête. Mais il y a un truc cool. Quoi? Mater à travers les hublots. Avant de pouvoir décrocher le bulleur, il doit être parfaitement en place. C'est bon? Je crois. Tu le fais descendre très lentement? Ça roule. Il faut que le bulleur soit bien à plat pour obtenir une quantité homogène de bulles à la surface. On allume le compresseur. On ouvre lentement l'arrivée d'air. La machine prend vie. Et c'est alors que surgit un tohu-bohu de bulles qui s'accumulent. Quelle jolie bulle. J'ai hâte d'y aller. Bien, je retire la chaîne. Le bulleur est prêt à fonctionner. Quelle est l'étape suivante? Cette expérience est quasiment identique à celle que l'on a faite à plus petite échelle. Mais cette fois, on aura un hydromètre humain, notre cher Adam. On va l'alourdir pour qu'il flotte de façon neutre, avec juste la tête hors de l'eau. On va ensuite ouvrir l'arrivée d'air, et on va voir si les bulles le font monter ou couler. Il est temps de se jeter à l'eau. Carrie, Tori et Grant se penchent sur le mythe qui voudrait qu'une flèche associée à de la dynamite puisse couper un arbre en son milieu. Mais pour le moment, c'est un fiasco total. L'arbre est toujours en un seul morceau. Il n'y a même pas de fissure. La solution? Doubler la dose. On a doublé la quantité d'explosifs. On va voir si ça suffit pour couper cet arbre en deux. C'est allumé! Ok, Grant, à toi. Couper un arbre en deux avec le double de dynamite. 3, 2, 1. Jolie explosion. Eh bien, ça ne sent pas bon pour ce mythe. On a doublé la quantité d'explosifs a priori nécessaire. Et on n'a pas avancé d'un pouce. Même avec 2 bâtons de dynamite, l'arbre est intact. Aucune fissure à l'horizon. Et Grant pense savoir pourquoi.
Voilà ma théorie. La dynamite est à l'extérieur de l'arbre. Du coup, quand elle explose, toute l'énergie se disperse en s'éloignant de l'arbre au lieu de se concentrer sur le tronc, ce qui permettrait de le fissurer. Voilà pourquoi ce mythe sent le bidon à plein nez. On fait quoi maintenant? Bon, si on augmente les explosifs, on va avoir des soucis d'aérodynamique. La flèche pourra pas voler. Alors je propose qu'on insère une flèche dans le tronc de l'arbre avec le maximum d'explosifs autorisés par JD et on verra bien ce qui se passe, non? Ça me plaît, ça. Pour le 3e round, nos Mythbusters décident d'envoyer du lourd. Ils accrochent un maximum de dynamite à une flèche, mais elle ne pourra pas voler. Trop, c'est trop. Mais c'est combien? JD nous a laissé prendre 6 bâtons de dynamite. Est-ce que ça va suffire pour séparer cet arbre en deux? Je sais pas. En tout cas, ça va faire boom. J'aime les gros booms. Tous aux abris! Tous aux abris! Tous aux abris! Couper un arbre en deux avec 6 bâtons de dynamite. 3, 2, 1... Sacrée explosion. Voyons si on a coupé cet arbre. Je pense pas, non. On a bien secoué l'abri. Pas plus de copeaux que de petits bois. Même avec 6 bâtons de dynamite, l'onde de choc a à peine entaillé la surface de l'arbre. À peine une fissure. Donc, retour à la case départ. Pour le moment, ça sent le bidon. On a essayé avec 1 bâton de dynamite, avec 2 et enfin avec 6. Résultat, impossible de couper l'arbre en deux comme le prétend le mythe. Mais nous sommes les Mythbusters. On va pas en rester là. On va essayer de voir s'il y a un moyen de couper un arbre à l'explosif. Les bulles s'accumulent. Et Adam va bientôt découvrir si en diminuant la densité de l'eau avec de l'air, on risque de couler à pic. Ou pas. Pour ce faire, il a enfilé sa combinaison de plongée pour se transformer en hydromètre humain. Avec cette combinaison de plongée, je flotte un peu trop. L'eau me porte trop. J'ai donc ajouté des poids autour de ma taille pour flotter de façon neutre. L'eau devrait m'arriver là. C'est comme ça qu'on verra quel effet les bulles ont sur moi. C'est parti! C'est parfait. Cette expérience est simple. On allume le compresseur. Si Adam coule quand Jamie lance le bulleur, le mythe aura des chances d'être confirmé. Bien, on ouvre la valve, s'il vous plaît. Elles arrivent! Les bulles arrivent et Adam boit la tasse. Mais pas exactement comme prévu. Il est d'abord projeté sur le bord du réservoir avant de couler. Je coule pas comme une pierre. Les bulles créent un courant très fort qui me pousse sur le côté. Et j'ai l'impression que ça me tire légèrement vers le bas. Tu tiens pas en place. Non, j'arrive pas à rester au milieu. La poussée est vraiment très forte. Et je... Valdingue sur le côté et suis tiré vers le bas. Voilà ce qu'il allait dire. Apparemment, Adam est comme propulsé vers le haut, puis sur le côté, loin de la colonne centrale de bulles. Puis tiré vers le bas au niveau du bord, comme par un courant de convection. On fait quoi maintenant? Le courant ascendant me projette contre le bord du réservoir avant de me tirer vers le bas. Je propose qu'on augmente les bulles pour voir si ça amplifie cet effet. J'aime ta façon de penser. Tu m'étonnes. Il y a une instruction qui fait toujours l'unanimité chez les Mythbusters. On y va à fond. J'essaie de pas couler. C'est fou! Ces bulles ont l'air toutes gentilles au fond du réservoir. Elles sont minuscules. On dirait de la fumée d'un bon petit bain moussant. Mais à la surface, on se croirait dans une mer déchaînée. C'est... Voilà qui est parlant. Et en augmentant les bulles, On passe à la vitesse supérieure. ça l'est encore davantage. Le courant devenu plus fort pousse Adam vers le bord plus rapidement et le tire davantage vers le bas. Quand l'eau était calme, on avait environ 30 cm d'écart. Là, on est à 15 cm. On a donc augmenté le volume d'eau, ce qui veut dire qu'on en a diminué la densité. Et pourtant, je ne coule pas.
C'est fou. Le volume a augmenté, ce qui veut dire que la densité a bien diminué. D'après le mythe, Adam devrait couler. Je suis le maître des bulles! Mais en réalité, la remontée d'eau associée au mouvement ascendant des bulles Le courant est drôlement fort! pousse Adam vers le haut, jusqu'à lui faire toucher le bord. Il reste donc une expérience à mener. Scotty, il nous faut plus de puissance. Jamie vient de faire une référence à Star Trek! Youpi! Une fois le compresseur à fond, C'est comme faire du rodéo! Jamie et Adam sont prêts à passer à la prochaine étape. Bon, on ne peut pas encore tirer de conclusion. Cette citerne est trop petite. Le courant est trop fort. Du coup, ça prend le pas sur celles qui devraient être les vraies stars de cette expérience, les bulles. Il nous faut donc plus de bulles dans un bassin plus grand. Le mythe veut qu'on ne puisse pas nager dans des bulles. Mais on ne peut pas nager ici de toute façon. On patauge là! Il nous faut un endroit où on va vraiment pouvoir nager. Après 3 grosses explosions, le mythe proposé par Tori est 100% bidon. Impossible de couper un arbre en deux avec un bâton de dynamite, encore moins avec 6. Toute l'énergie se disperse vers l'extérieur. Si on veut y arriver, il faut les mettre à l'intérieur. Il faut repenser la position des explosifs, les rapprocher du cœur. Ça devrait le couper en deux. On va repasser à une échelle plus petite pour tester différents explosifs. Super idée. Le mythe étant bidon, notre équipe va essayer d'en reproduire les résultats. Il commence par voir les choses en petit. Il s'attaque à de jeunes arbres, espérant enfin obtenir cette fameuse séparation en deux. On est de retour sur le champ de tir avec d'autres arbres. On va expérimenter avec différents explosifs et différentes techniques pour insérer ces explosifs dans le tronc de l'arbre. On espère que ça va le couper. Même si nos Mythbusters adorent les explosions, ce mythe parle de division d'arbres, pas de destruction. Il est beau cet arbre. Dommage qu'on doive l'exploser. Premier point pour cette nouvelle étape, choisir entre 2 types d'explosifs. D'abord, on a le TNT, le trinitrotoluène. Cet explosif est plus véloce, plus brisant. L'autre explosif est l'AMPHO. Il est moins véloce, mais il a plus de puissance. On va voir si l'un des deux est capable de couper cet arbre en son milieu, comme le mythe le dit. Ils ont changé d'explosif et réduit les quantités. Mais ce n'est pas tout. On a résolu ce qui était sans doute le plus gros problème de nos expériences précédentes. Placer l'explosif là où il faut, en plein cœur de l'arbre, en plein cœur du tronc, dans le duramen. Mais cette introduction des explosifs au cœur de l'arbre va-t-elle permettre la division en deux que la flèche à la dynamite n'a pas réussi à provoquer? On commence avec le TNT. Ça fume. Le TNT dans le petit pain. C'est parti! Il ne reste plus qu'à attendre nerveusement que la mèche se consume. On a eu une explosion, c'est sûr. Mais a-t-on obtenu le résultat escompté? Le bois a craqué, c'est sûr. Mais on n'a pas eu de division. C'est plus du déchiquetage qu'autre chose. Tori a tout compris. Se déplaçant à plus de 6500 mètres par seconde, l'onde de choc provoquée par le TNT a réduit cet arbre en pièces. L'explosif moins véloce fera-t-il mieux? Voici l'AMPHO. C'est un mélange de nitrate d'ammonium et de gazole. Cet explosif est plus lent que le TNT. Il a donc plus de chances de séparer l'arbre en deux plutôt que de le réduire en copeaux. Le TNT a détruit. L'AMPHO devrait diviser. Comme ça. Pour éviter de détruire l'arbre, ils prennent la plus petite quantité possible d'explosifs pour obtenir une détonation. Prêt à allumer la mèche? Prêt. C'est parti. Ça fume. On se tire. Ok, c'est allumé. Cool. Quand vous voyez un arbre qui fume, courez. Surtout avec des Mythbusters dans le coin. Une fois la mèche allumée, qui sait quand ça risque d'exploser? Une toute petite poignée d'AMPHO a suffi à renverser l'arbre. Mais au cœur de ce carnage, il y a quand même une lueur d'espoir. Avec l'AMPHO, on a de plus gros éclats. C'est ce qu'on voulait. Mais je vous rappelle,
que notre but est de couper l'arbre en deux, pas de le réduire en miettes. Je pense qu'au lieu de concentrer l'énergie en un seul point, à la base de l'arbre, il faudrait la distribuer sur toute la longueur du tronc, pour que quand ça explose, ça fasse comme ça. En résumé, les Mythbusters pensent que si l'explosif est le bon, l'emplacement est mauvais. L'expérience se poursuit donc avec l'Ampho. Vous avez déjà essayé de couper un arbre avec des explosifs? Vous m'en direz des nouvelles. Ils creusent des sillons dans l'arbre numéro 3. Avec cette tronçonneuse, j'ai découpé des sillons verticaux dans l'écorce. On va pouvoir disposer notre explosif le long du fil, des faisceaux fibrovasculaires. Avec l'Ampho, à la base de l'arbre, on a eu une coupure à plat. On veut une division verticale. En disposant l'explosif sur toute la longueur de l'arbre, quand la force de l'explosion va se disperser, on espère voir cette coupure en deux qu'on recherche. Les sillons sont chargés. Ça va chauffer. C'est parti! Bon, ça n'est pas exactement ce qui était prévu, mais l'équipe a autre chose qu'un tronc explosé. C'est un petit pas dans la bonne direction. Voilà! Cette technique est bien meilleure. On a enfin une division. Oui, si on peut dire. L'arbre ne s'est pas à proprement parler coupé en deux. Mais le résultat est suffisamment prometteur pour tenter un dernier gros coup. Le progrès, c'est qu'on a placé l'explosif verticalement, parallèle au fil de l'arbre. On a réparti l'Ampho sur toute la longueur du tronc, et c'est ça qui a fait la différence. Cet arbre est petit. Il nous a servi à prouver que notre concept était bon. Maintenant, il est temps de passer à un arbre grandeur nature. Pour le moment, le mythe des bulles sent le bidon. Je suis dans un jacuzzi! Mais Adam et Jimmy ne vont pas en rester là. Je me suis pris une épingle dans la jambe. Pour enterrer ce mythe une bonne fois pour toutes, ils vont retenter l'expérience dans une vraie piscine, avec un bulleur géant de 5 mètres de long sur 1,20 m de large. Et pour gagner du temps, pendant que Jimmy soude l'énorme cadre en acier, Adam coud le sac en toile géant. Vu ce qui s'est passé avec la citerne, cette vessie devrait être parfaite pour la piscine. Vous savez à quoi ça me fait penser? Au plus gros coussin péteur du monde. Les deux éléments du bulleur sont prêts. On charge le matériel et c'est parti vers un endroit que nous connaissons déjà. On lésine pas cette fois-ci. Une vraie piscine. C'est bon. On a construit un monstre à bulles. Il fait 5 mètres de long sur 1,20 m de large. Je vais me jeter à l'eau et voir si j'arrive à nager. Oui. Nous vous remercions d'avoir choisi notre compagnie pour voyager au cœur des mythes. C'est stable. Vous vous souvenez de ces pompes à air d'aquarium et de la tête d'oreiller qu'on a testée à l'atelier? Pas mal. Eh bien, voilà où ça nous a mené. Le méga bulleur. On a des poutrelles qui vont l'empêcher de flotter. Un cadre énorme en acier, une vessie géante, et pas une, mais 2 pompes pour l'approvisionnement en air. On le dépose au fond de la piscine. Et voilà ce qu'on obtient. Un bulleur qui déchire tout. Oui, mais est-ce que ça va suffire pour éviter ces effets de projection contre le bord? Afin d'en être sûr, il n'hésite pas à se jeter à l'eau une fois de plus, afin d'aider à la mise en place du bulleur. Il doit être bien à plat. À 1 ou 2 degrés près, c'est bon. On devrait mettre la pompe en marche et voir ce que ça donne. Je m'en occupe. Ok. On envoie l'air. L'air arrive et tout semble bien se passer. Quand soudain... On coupe l'air. Heureusement que Adam n'était pas sur le chemin du bulleur lorsque celui-ci a fait une remontée inattendue vers la surface. Et ne vous fiez pas au son étouffé et au ralenti subaquatique, il s'agit bien de 700 kg d'acier. Pas assez de poids? Sûrement, il s'est mis à flotter. Ça, c'est... La poisse. Mais la solution est simple.
Il faut peut-être juste placer les poids dans les coins. C'est pour ça qu'on les a emmenés. Je vais les chercher. 45 kilos de poids sont ajoutés à chaque coin. La machine pèse donc désormais 880 kilos. Là, ça devrait être bon. Deuxième tentative. Il y a des petites bulles. Tout semble bien se passer. Mais une fois encore, l'énorme force exercée par l'air comprimé est évidente. Stop! Encore une fois, c'est... La poisse. Ouais, C'était bien parti. ouais, mais là... C'est parti en sucette, bon. Ouais. Pour l'instant, on peut dire que c'est la loose. Mais ce n'est pas une piscine et un monstre d'acier qui risquent d'avoir raison de nos Mythbusters. C'est juste un léger contretemps. Il nous faut des poids plus lourds ou des barres de fer pour le maintenir au fond de la piscine. On va y arriver. Quand on a besoin d'aller chercher une chose lourde au fond de l'eau, on se sert d'un parachute de levage. Des sacs en toile remplis d'air qui vous permettent de soulever l'objet immergé. Et ce qu'on a fabriqué ici, c'est une vessie remplie d'air qu'on essaie de maintenir au fond de l'eau, et c'est plus compliqué que ce qu'on avait imaginé. Tu fais ta gym? Ça commence à devenir dangereux. En fin de journée, on va retenter le coup. Ouais. On est bon là? Ouais, je vais pas m'en approcher quand on verra l'air. Leur première installation pesait près de 600 kilos. Cette fois, elle atteint les 1900 kilos. Est-ce que ça va suffire? Les voilà. Yes! Bon, on est à mi-chemin là. Nickel, rien ne bouge, c'est parfait. Super. On est en pleine forêt pour découper un arbre façon Mythbuster. Façon Mythbuster. Ça veut dire conduire jusqu'à une ferme isolée On est vraiment au milieu de nulle part. et faire exploser le plus gros arbre possible, grâce à la technique qu'ils ont plus ou moins perfectionnée à petite échelle. C'est le pays du Père Noël ici. On va pas manquer d'arbres. Le voilà. Waouh! Ça, c'est de l'arbre. Il s'agit d'un pin ponderosa de 30 mètres de haut. Vous devez penser qu'on est fou de sacrifier un bel arbre comme ça, mais il était destiné à devenir du bois de charpente. Il sera recyclé après notre expérience. Soit il deviendra effectivement du bois de charpente, soit du bois de chauffage. Tout dépendra du résultat. Étant donné leurs précédents résultats, couper cet arbre énorme paraît tout simplement énorme. Mais Tori, lui, a confiance. Grâce à nos expériences précédentes, on sait que l'Ampho est l'explosif le plus adapté. Il est moins véloce, mais a davantage de puissance. On a aussi appris que creuser des sillons verticalement le long du tronc augmente nos chances de réussite. Et c'est ce qu'on va faire. Des sillons sur toute la longueur de l'arbre pour que la force de l'explosion soit verticale. On espère que ça va marcher. Ici, il faut voir les choses en grand et en petit. Nos Mythbusters vont faire des entailles dans le tronc afin d'y loger de petites quantités d'explosifs. C'est Tori qui s'y colle. Ces petits sillons pourraient bien faire la différence. On a fait 15 entailles sur toute la longueur du tronc. On va les remplir d'Ampho. Allumer le tout et on va bien voir si cet arbre se divise en deux ou pas. Mais il faut d'abord définir quelle quantité d'explosifs fera le boom souhaité. En général, quand on se sert d'explosifs dans Mythbuster, on en prend de très grosses quantités, comme les 400 kilos du camion toupie. Mais pour cette expérience, on veut que l'arbre se divise en deux et pas qu'il finisse en copeaux. Du coup, on va seulement se servir de 11 kilos d'Ampho que l'on va répartir dans de tout petits sacs tout autour de l'arbre. On espère ainsi obtenir une coupure bien nette. L'opération est délicate. Trop d'Ampho et l'arbre explosera en 1000 morceaux. Trop peu et on n'aura même pas d'explosion. On a des sacs de 450 grammes. C'est ça. Heureusement, Franck, notre expert en explosifs, est là pour prendre les choses en main. Bien. Tu crois que je pourrais rejoindre les démineurs après ça? On t'engage illico.
T'es prête à décorer notre sapin? Et fin prête. L'info? Tiens. Carrie et Grant placent avec précaution les 25 sacs de 450 grammes d'explosifs le long du tronc. Avec la sève, ça colle tout seul. Je peux ajouter sur mon CV « Professionnel des explosifs en hauteur C'est bon? » Oui. Et comme on dit, Tirons-nous vite fait. À cet étage, vous trouverez les explosifs, le bois et le rayon lingerie. Voilà, c'est le tout dernier sac d'explosifs. Ils sont tous reliés les uns aux autres. Je pense que ça pourrait marcher. On a mis toutes les chances de notre côté en tout cas. Avec cet explosif à vélocité réduite et ses entailles, ça pourrait vraiment marcher. Cet arbre va peut-être bien se diviser en deux. On est en sécurité ici. Je pense que c'est bon. Prêt? Je suis au taquet. Tous aux abris! Tous aux abris! Couper un arbre en deux avec de l'info. C'est parti. 3, 2, 1. alors que leurs ennuis de bulles s'accumulent, On coupe l'air. Adam et Jimmy sont prêts à mettre à l'épreuve le mythe qui veut qu'il soit impossible de nager au milieu de bulles. Notre premier test va être facile. Sans mettre le bulleur en route, je vais faire un aller-retour dans la piscine. Et je vais chronométrer. Quand on connaîtra mon temps, on lancera les bulles. Et je referai le même parcours pour voir s'il y a une différence. Si ce mythe est vrai, Adam devrait mettre plus de temps à nager au milieu des bulles. Je vous ai dit que cette piscine n'était pas chauffée. Ok, je suis prêt. Un aller-retour sans bulles. 3, 2, 1, c'est parti. Notre torpille humaine a un objectif bien précis. Comparer son temps dans une eau sans bulles et dans une eau avec bulles. S'il y a une différence notable, le mythe pourrait alors être confirmé. Stop! 29 secondes, 84. Je vais arrondir à 30. Il est temps d'allumer le générateur. L'heure des bulles a sonné. Voyons si ces millions de petites poches d'air vont perturber la performance de notre torpille. Aller-retour dans les bulles. 3, 2, 1, c'est parti. À l'aller, Adam fait preuve d'un style et d'une technique impressionnante, ne laissant aucune chance aux bulles. Mais au retour, ce n'est plus la même histoire. Comme lors de leurs expériences précédentes, le courant ascendant pousse Adam sur le côté et vient contrecarrer les éventuels effets de la densité plus faible de l'eau. Ok. 32 secondes et demie. Eh ben, ça fait 8% de plus. Conclusion ? Le mythe qui voudrait qu'il soit impossible de nager au milieu des bulles me paraît bidon. Mais il est clair que ça rend les choses plus difficiles. C'est ce que tend à prouver mon temps sur les 2 allers-retours. S'il y a un fond de vérité dans cette histoire, s'il est effectivement plus difficile de nager au milieu des bulles, on va pousser l'expérience aussi loin que possible afin de confirmer la chose. On a fait le premier test avec le compresseur au quart de sa capacité. On a obtenu des résultats intéressants, mais pas encore concluants. On va y aller à fond. Ça me plaît. On y va plein pot avec les compresseurs et on va voir ce que ça donne. Ça fait beaucoup de bulles. T'es prêt? Prêt? Bien. Test plein pot. 3, 2, 1, c'est parti. Avec toutes ces bulles, Adam va devoir batailler pour se frayer un chemin au milieu de ce tourbillon. Si tout a l'air calme au fond de la piscine, on a un vrai volcan de bulles à la surface. Le courant est trop fort, il est impossible de passer au travers. Allez là! En résumé, il est impossible de nager. Comme pour tout bon mythe, celui-ci a un fond de vérité.
Le fait est qu'en ajoutant de l'air dans l'eau, celle-ci devient moins dense. Et quand on pousse la chose à l'extrême, comme on l'a fait, donne-toi un peu plus, arrête tes niaiseries, allez! Cette baisse de la densité entraîne un mouvement ascendant, un courant vraiment très puissant en fait. Ce courant est tellement fort que ça devient pratiquement impossible de passer. J'ai bu la tasse. Après des expériences à petite, moyenne et pleine taille, ce n'est qu'en voyant les choses en super grand qu'Adam et Jamie ont obtenu le résultat escompté. Adam est heureux comme un poisson dans l'eau. Ce mythe est l'exemple parfait de pourquoi j'aime faire cette émission. On est parti de l'idée qu'il serait impossible de nager dans une eau avec des bulles. On pensait que l'eau devenait moins dense avec les bulles et qu'on allait couler. Mais en fait, les bulles créent un courant ascendant en remontant vers la surface. Et c'est ce courant, et non les bulles en elles-mêmes, qui fait qu'il est impossible de nager. J'adore être surpris par ce genre de résultat. On a de quoi être content. On a eu quelques soucis de matériel, une fin surprenante et un mythe qui est plausible. Mais pas pour les raisons qu'on avait pensées. Et puis les bulles, c'est festif, non? Oui, c'est vrai. Le mythe de l'arbre qui explose pour se diviser en deux commence à sentir le sapin. Après un échec à grande échelle L'arbre est toujours en un seul morceau. et des réussites à petite échelle, Cette technique est bien meilleure. c'est le moment de vérité. C'est parti! Nos Mythbusters n'ont plus qu'une chance de reproduire les résultats du mythe. Tout repose sur cet énorme pain, agrémenté de 25 sacs d'explosifs. Ils ont pris la plus petite quantité possible d'infos pour que l'explosion ait lieu. Mais ce sera peut-être encore trop. 3, 2, 1... Joli! L'arbre est à terre. Allons voir s'il est coupé en deux. S'il en reste quelque chose. Une chose est claire. L'enfo a bel et bien explosé, mais pour l'arbre, la situation est beaucoup moins claire. Il y a des morceaux partout. Une fois la fumée dispersée, ça s'annonce mal pour le mythe. L'arbre ne s'est pas divisé en deux, mais en un joli tas de petits bois pour Bear Grylls. Ce qu'on voulait, c'est avoir deux morceaux. Un à gauche, un à droite. Une coupure en plein milieu. Là, on doit avoir 200 morceaux. L'arbre a littéralement explosé. Il y en a un peu partout. L'info était trop puissante. Même en utilisant la quantité minimale pour que l'explosion ait lieu tout du long. C'est là qu'est la clé. Même avec la quantité minimum d'explosifs, c'était encore trop pour l'arbre. Le tronc s'est bel et bien séparé en deux, mais pas sur toute sa longueur, comme dans le mythe. Même en mettant toutes les chances de notre côté, avec ces petits sillons remplis d'infos, il ne s'est pas divisé en deux. Réussir cet exploit avec des explosifs est quasi impossible. Une seule conclusion s'impose. C'est clair, quoi qu'on utilise, ce mythe est bidon. 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 Mais au moins, on va pas manquer de bois pour l'hiver. C'est pas une coupe, c'est une pulvérisation. L'arbre et le mythe sont partis en fumée. Si cette méthode n'a pas fonctionné, c'était vraiment perdu d'avance avec une flèche et de la dynamite. J'ai de jeunes plans. Ok. Si le mythe est bidon, À nous de jouer. au moins les Mythbusters n'oublient pas l'environnement. Le bizarre cycle de la vie des Mythbusters. Vous avez dit bizarre? La forêt y gagne. C'est du 3 pour le prix d'un.